Allô? Oui, Bonjour, bonjour. Alors, je ne vois personne, mais c'est Alain Kergoat, donc je suis l'animateur de cette conférence. Ah ben voilà, la lumière fuit. bonjour. Alors voilà, il y a une partie des personnes qui sont présentes. Je suis désolé, on a eu quelques soucis techniques. J'étais en ligne avec la régie qui a dû donc régler ces soucis. Donc, j'aperçois trois des quatre intervenants. Gwenaël Costa-Levaillant, bonjour. Jérémy Bonjour. Bellet. Jean-Pierre Poinsignon. Et alors, je vois Bonjour. Eric Leguen est toujours avec nous. Et j'attendais Jérémy Bellec. Pardon, j'attendais également Jérôme Lotte. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il est arrivé. Alors, on vient de perdre Jérémy Bellec. J'espère que ça va se rétablir. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord, tout d'abord? Bonjour, oui, on vous entend très bien. Très bien. Écoutez, Bonjour. bonjour à toutes et à toutes. Donc, je vais faire rapidement les présentations de nos intervenants de cette session dont je vous rappelle le thème, la gouvernance des données, enjeu majeur du smart building et de la smart city, passe-t-elle par la maîtrise du jumeau numérique du bâtiment et de la ville? Le titre est bien long. En fait, on va parler du sujet de la donnée. Et pour cela, on aura le plaisir d'accueillir Gwenal Costa-Levaillant, qui est la directrice données numériques et smart région de la région Île-de-France. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Nous avons Jérémy Bellec, CEO de Spinalcom. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Voilà, ça me permet de m'assurer que la ligne fonctionne avec tout le monde. Jérôme Lotte, directeur grand projet de Distech Controls. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, bonjour Alain, bonjour tout le monde. Et Jean-Pierre Poinsignon, partenaire de OnePoint. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes au complet. Écoutez, ce que je vous propose, avant de vous laisser la parole aux uns et aux autres, c'est peut-être de remettre en quelques minutes en perspective notre sujet. On a traité tout du long de la journée de l'impact du numérique sur le bâtiment et la ville. Le numérique, c'est bien entendu des réseaux, des objets connectés, des systèmes divers et variés, mais au bout du bout, le numérique, c'est de la donnée, c'est de la collecte, du traitement, de la gestion de cette donnée. En quelque sorte, c'est de la gouvernance de cette donnée dont il s'agit finalement. Et c'est un sujet complexe. C'est un sujet également économique, c'est un sujet politique, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet très varié. Je vais donner quelques chiffres pour donner un petit peu les ordres de grandeur. Sur le plan économique, le marché du cloud, dans lequel on stocke la plupart de ces données, a doublé en 5 ans, en pesant 355 milliards de dollars au niveau mondial. Le marché du big data, donc tous les systèmes techniques pour gérer ces masses de données, va passer à plus de 100 milliards en 2022, un doublement également. Sur le plan politique, ce n'est pas nouveau, mais depuis longtemps déjà, la France et l'Europe se posent la question de reprendre la maîtrise de ces données. Il y avait eu il y a 8 ans des initiatives de cloud souverain avec CloudWatt et Numergy, plus récemment au niveau européen avec Gaia X. Donc la notion de souveraineté, c'est un enjeu politique, mais c'est aussi un enjeu sociétal avec la question d'indépendance, d'autonomie, de liberté individuelle. Liberté individuelle qui est d'ailleurs prise en compte dans la RGPD, mais également dans le mouvement des self-data. Bon, bref, le sujet est vaste et complexe. Alors, ce que je vous propose dans les 40 minutes qui nous restent, c'est pas de tout traiter, c'est impossible, mais de traiter ça à l'échelle qui est la nôtre, à la SBA, c'est-à-dire l'échelle urbaine, l'échelle des bâtiments, des quartiers, de la ville et de la région. Et donc, si vous le voulez bien, messieurs, on va commencer par Gwenaël. Et tout d'abord, Gwenaël, peut-être en quelques mots nous resituer pour nos auditeurs quels sont les grands projets de la région Île-de-France, qui est une des premières, si ce n'est la première région en termes de smart service, si je ne me trompe pas.
Alors, oui, bien volontiers. Donc, du coup, au niveau de la région, il y a, on va dire, plusieurs grands programmes, mais je vais vous en présenter 2. Le premier, c'est Île-de-France Smart Service, qui est la plus grande déjà à l'heure actuelle plateforme de services numériques basée sur les données du territoire. J'y reviendrai juste après. Et je vais faire aussi un parallèle avec un autre grand programme d'innovation qui est Construire au futur, habiter le futur. C'est un consortium de 120 partenaires publics et privés qui a pour objectif d'ici 2030 de repenser tous les usages du construire et de l'habiter, et notamment en lien avec la transformation numérique du bâtiment, du quartier, de la ville, du territoire. J'aime pas trop parler des données de la ville parce que je trouve que c'est un peu excluant des données qui ne sont pas dans les villes, et tout n'est pas dans les villes. Mais donc ça, c'est le premier grand programme. Deuxième grand programme que je vous ai présenté en premier, donc Île-de-France Smart Service. C'est une plateforme de services numériques qui est basée sur un concentrateur de données. Donc, il y a à l'heure actuelle un peu plus de 10 000 jeux de données dès à présent. Donc, c'est des données publiques et privées, pas forcément en open data, et qui nous permettent de créer des services numériques et durables qui sont aussi basés sur le plus grand double numérique territorial, jumeau numérique, comme on dit, dans lequel sont projetées les données. Qu'est-ce qu'on fait comme type de service? Un peu de tout, de l'efficience énergétique, du potentiel solaire, de l'implantation économique, des services très pratico-pratiques pour les franciliens, comme le vélo en Île-de-France. Bref, tout un ensemble de services qui sont co-construits avec les partenaires publics et privés et qui sont basés sur la donnée. Très bien. Alors justement, vous parlez de grands projets avec des milliers de jeux de données, des centaines de partenaires. Comment fait-on à cette échelle de projet pour mettre tout le monde d'accord, pour organiser les relations entre les uns et les autres, le partage de cette donnée? Comment ça s'organise tout ça? Alors, comment ça s'organise? Alors déjà, premier message, ça s'organise pas à pas. La gouvernance de la donnée, c'est complexe. C'est déjà complexe quand on est dans son institution, donc à plein, c'est a fortiori plus complexe. Donc du coup, ma stratégie, ma méthode, c'est la méthode du Morvan. Nous ne visons pas en fait l'Everest, on vise le Morvan. Le Morvan, c'est bien, on peut l'atteindre. Donc du coup, des tout petits périmètres avec un objectif concret, ce qui permet de se mettre d'accord sur les données qui sont importantes, sur comment on les met en qualité, comment on les partage. Donc une approche pratique qui fait que on n'a pas plein de choses à faire et on n'en voit pas le bout. Parce que le problème de la donnée, c'est que c'est fastidieux, ça paraît fastidieux, c'est pas dans le sens en fait du travail quotidien, des métiers, des services de nos équipes, donc ça les intéresse moyennement. Alors que quand on fait quelque chose de concret qui rend service à quelqu'un précisément, là on a envie. Et donc, du coup, cette stratégie du Morvan, cette gouvernance de la donnée, c'est une gouvernance par petits pas, par petits cailloux, les uns après les autres. Très bien. Je retiens la stratégie du Morvan. C'est une très très belle image. Alors, ce qui me permet de vous poser la question du Morvan à l'Everest, il n'y a qu'un pas que je franchis de ce pas. Je parlais de Gaia X en introduction. Là, on est à l'échelle de l'Europe. Alors voilà, c'est extrêmement vaste. Donc, Gaia X a cette volonté de rebâtir des grands principes d'un cadre de confiance numérique, de sécurité, d'interopérabilité. Ma première question, c'est est-ce que vous pensez que l'initiative est intéressante et que l'Europe est la bonne échelle pour traiter du problème? Alors, je pense pas qu'elle est intéressante. Je pense qu'elle est fondamentale. Pourquoi les smart cities, ça ne marche pas? Déjà parce que c'est un truc d'expert, ça c'est le premier point. On n'arrivera jamais à vendre un truc à tout le monde si l'usager final, la personne qui habite dans le bâtiment, la personne qui habite dans le territoire, ne voit pas ce que ça lui apporte au quotidien. Le deuxième point, c'est on a tous connaissance d'exemples comme Google avec Toronto. Ces exemples de grandes villes, grandes
grands territoires intelligents qui font peur parce que nos données, mes données, celles de votre voisine, celles de votre enfant, on ne sait pas où elles vont, c'est un vrai problème. Donc, je suis convaincue que tous nos savoir-faire, toute l'excellence qu'il existe en France, en Île-de-France, en France, en Europe, sur le bâtiment et le territoire intelligent, ne peut se poursuivre que dans un cadre de confiance qui garantit l'acceptabilité des citoyens. À ce titre, des initiatives comme Gaia-X sont fondamentales. Je veux impérativement pouvoir savoir où sont stockées mes données, à quelle fin elles sont utilisées, avec qui elles sont partagées. C'est ma clé de confiance pour pouvoir être entouré d'objets numériques, d'IoT, de systèmes qui projettent des données, qui me rendent des services, mais dans un cadre de confiance. Donc, du coup, les initiatives comme Gaia-X, elles sont le facteur clé de succès qui va faire de l'Europe, à mon sens, la plaque tournante de l'excellence mondiale sur ce sujet. Nous avons tous les savoir-faire sur les bâtiments, sur la construction, sur le numérique. Si en plus on apporte une solution qui fait que les citoyens sont dans un cadre en fait de protection, pour moi, nous avons tous les atouts pour devenir les leaders mondiaux du smart territoire. Parce qu'encore une fois, j'aime pas le terme de smart city. Très bien. Alors, il y a 8 ans, lorsque la France avait lancé des initiatives Cloud Watt Numergy, c'était trop tôt, c'était pas la bonne échelle. Aujourd'hui, à l'échelle de l'Europe, Gaia X, c'est le bon moment, c'est la bonne échelle. Alors oui, enfin déjà il y a très clairement hein, une connaissance générale sur le sujet qui a progressé. Il y a 8 ans, on vous aurait interrogé dans la rue sur votre connaissance de où allaient vos données. Alors vous n'êtes pas un bon exemple, Alain, parce que vous êtes plutôt un sachant, mais maintenant si j'interroge n'importe qui dans la rue, n'importe qui a un avis sur ces données. Un avis qui est parfois un peu d'ailleurs antagoniste hein, entre ce qu'on laisse sur les réseaux sociaux dans la vie perso et puis le fait de télécharger ou pas en fait des applications professionnelles. Mais le point, c'est qu'il y a quand même une augmentation générale du niveau de connaissance et de compréhension, de dispersion, de diffusion de cette thématique. Ça vient aussi d'un impact massif hein, qu'on peut nommer, hein, qui est apparu par le RGPD. Donc, je pense qu'il y a 8 ans, tout simplement, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour faire de ce type d'initiative des succès. Parce qu'en fait, pour lancer des grands programmes, il faut des précurseurs, mais il faut aussi la conviction profonde du marché et de ses usagers que c'est une offre de service qui va répondre à un besoin précis à court terme. Quand on l'a lancé, en fait, à part les sachants, encore une fois, les experts, ceux que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, autour de la Smart City, à part ceux-là, les autres ne comprenaient pas quel était le sens. Maintenant, si on explique à un Européen, s'il comprend le sens de créer des endroits où ces données sont protégées, que ça soit dans sa vie perso ou dans sa vie pro, il le comprend. Si l'usager final le comprend, alors du coup, l'offre a du sens pour tous et donc pour le marché. Donc, je pense qu'effectivement, la maturité est très différente. Très bien, merci Gwenaëlle. Je voudrais revenir pour conclure avec vous à une dernière question. La dernière fois que nous en avions discuté, vous m'aviez dit que, à votre sens, la bonne échelle pour la gouvernance des données publiques, c'était la région, et j'avais trouvé votre point de vue tout à fait intéressant. C'est un débat qu'on aura aussi avec nos autres intervenants. On se pose la question finalement, quelle est la bonne échelle pour l'entité d'organisation de cette gouvernance de la donnée? Alors, pour vous, c'est la région. Est-ce que vous pouvez plaider votre cause et nous dire pourquoi c'est la région? Alors, déjà, un premier point, c'est que je plaide pas ma cause. Je plaide vraiment une cause de conviction professionnelle que j'aurais si j'étais pas d'ailleurs à la région. La région, c'est pas l'autorité qui fait directement de la maîtrise d'ouvrage sur le territoire. Elle n'est pas, elle n'est pas à la manœuvre comme peut l'être une métropole. Donc du coup, je pense qu'elle a toute la capacité, ce qui est encore renforcé par le fait qu'elle a la compétence de développement économique, pour être un bon échelon tiers de confiance qui permet aux acteurs publics, mais aussi privés,
de créer ensemble un territoire de confiance autour des données. Et ça me semble fondamental parce que la Smart City, le Smart Territoire, ça ne pourra se faire que en co-construction avec le public et le privé. Il y a ceux qui ont les réseaux, il y a ceux qui construisent, il y a ceux qui vivent, il y a ceux qui administrent. Toutes ces parties prenantes doivent être ensemble pour construire le Smart Territoire. Donc du coup, l'échelon qui est pas trop grand, qui a les compétences de développement économique et qui n'est pas jugé parti, celui qui me semble le plus adapté, c'est effectivement la région. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans les autres structurations européennes, même si on n'est pas tous pareils, il n'empêche que la région correspond peu ou prou, à peu près partout, au bon échelon, qu'on les appelle Länder ou autres, qui est à peu près cohérent dans toutes les thématiques. Et ça aussi, pour moi, ça a beaucoup d'importance parce que ça nous permet d'avoir vraiment une échelle européenne. Et encore une fois, l'échelle européenne, en plus de la compétence régionale, c'est les bons échelons pour vraiment aligner quelque chose dont on a tous besoin en tant que professionnels, des référentiels communs, uniques, partagés avec l'ensemble des acteurs autour de la donnée, du bâtiment au territoire. Mais merci beaucoup, Gwenaëlle, pour votre témoignage. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Poinsignon. Jean-Pierre, vous représentez une grande ESN. Donc vous aussi, vous êtes un sachant sur le sujet du numérique et de la donnée. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord, nous présenter OnePoint et nous dire en quoi vous êtes concerné par le sujet de la gouvernance de la donnée à notre échelle du jour, c'est-à-dire du bâtiment et de la ville et du territoire. Bonsoir. OnePoint est évidemment concerné par les enjeux de la donnée. Nous sommes une ESN qui a presque 20 ans d'existence. On est ce qu'on appelle une digital native, c'est-à-dire que notre métier a toujours porté autour du digital. Et donc, depuis toujours, nous cherchons à traiter la donnée et à faire en sorte que le résultat soit au service des utilisateurs. Et je vais reprendre un peu ce que disait Gwenaëlle. Effectivement, si on fait du smart building ou de la smart city un truc d'expert, on va louper l'objectif. Et c'est ce à quoi on s'attache chez OnePoint, de faire en sorte que le travail qu'on fait au niveau de la donnée soit un travail d'expert, mais que le résultat soit un résultat à destination des usagers, à destination des citoyens, afin qu'on ait un impact positif à la fois sur les business models qui régissent notre société, mais aussi sur le bien-être des différentes personnes qui usent et profitent de l'ensemble de nos infrastructures. Donc le sujet, il est bien là. Pourquoi une entreprise du digital? Parce que la donnée, elle est utilisée, elle est protégée, elle est enregistrée par le digital, mais elle est mise au service des utilisateurs au travers de services, au travers de tout un tas d'applications qui doivent rendre la vie plus agréable et mieux être. Alors, Jean-Pierre, entre les experts et les utilisateurs, il y a également les intermédiateurs. Et en ce qui nous concerne, donc les intermédiateurs du projet urbain, ce sont les aménageurs, les promoteurs, les directions immobilières. Est-ce que vous pensez que l'ensemble de ces intermédiateurs de notre secteur ont pris la mesure de l'apport du numérique dans leur projet? Et si oui, comment abordent-ils ce nouveau pan de leur responsabilité qui est de prendre en charge la gouvernance des données? Alors, je pense qu'aujourd'hui, ils la prennent de plus en plus, la mesure de la gouvernance des données. Et d'ailleurs, on le voit au travers des différents partenariats qu'on peut faire. On est avec Jérémy ce soir. Jérémy et Spinalcom sont des partenaires de OnePoint parce que c'est la combinaison de plusieurs métiers qui vont faire en sorte qu'on va arriver au bon résultat. Les experts du bâtiment, les experts de l'infrastructure, tous les gens qui ont toujours travaillé sur cette construction, leur expertise, elle est indispensable. Maintenant, on a deux façons de faire. Soit on essaye d'intégrer des expertises digitales, soit on fait des partenariats avec des compagnies comme OnePoint dont c'est la spécialité. C'est un peu ce qu'on a décidé de faire avec des partenaires comme Distech, avec des partenaires comme Spinalcom, afin de faire en sorte que chacun apporte le meilleur de ses compétences au service des citoyens, au service des usagers. Et c'est en construisant ces modèles autour d'expertise, autour de savoir-faire et en construisant des plateformes qui permettent de faire un lien entre tout ça, qu'on arrive effectivement à répondre à un principal enjeu qui est avant tout non pas de traiter la donnée, mais au travers de la donnée, de créer des services à impact positif, de faire fonctionner des écosystèmes et d'apporter les meilleures solutions pour les usagers et les citoyens.
Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pourrez, pour concrétiser un petit peu tous ces propos qui sont des propos un peu génériques, nous donner quelques exemples, et je pense notamment au projet sur lequel vous êtes en train de travailler à Nevers. Alors, Nevers, c'est un partenariat qui a commencé en 2018 avec notre première participation au CIVIM. Le CIVIM, c'est le sommet international de l'innovation des villes médianes. C'est là où en fait se rencontrent les villes médianes pour réfléchir un petit peu à l'enjeu du numérique. Et j'aurais tendance à dire que l'enjeu, il est presque plus complexe parce qu'elles n'ont pas forcément la capacité, l'organisation des grandes métropoles avec des services IT, avec des services de gouvernance qui sont en place. Donc, dans le cadre de Nevers, comment est-ce qu'on a fonctionné? En fait, on a mis nos savoir-faire et nos enjeux à la disposition les uns des autres. Donc, un cabinet comme OnePoint, il travaille aux côtés de l'agglomération de Nevers sur, dans un premier temps, quels sont les services qu'on veut mettre en œuvre, quelles sont les données qu'on peut exploiter et comment faire en sorte qu'elles soient exploitées le mieux possible. On a travaillé notamment avec Jérémy Nestel, qui est le responsable de l'innovation au niveau de l'agglomération de Nevers, sur réfléchissant un petit peu à l'ensemble des données. Et on ne se rend pas compte à quel point au travers des villes, des territoires et des bâtiments, on accumule un nombre de données impressionnant. Chaque bâtiment intelligent, chaque smart building aujourd'hui collecte de la donnée. Le problème, c'est que cette donnée, elle est souvent limitée au bâtiment. Un de nos premiers champs d'action a été de faire en sorte que cette donnée puisse s'ouvrir et que la ville, elle puisse également utiliser l'ensemble de ces données. Le deuxième enjeu, c'est l'ensemble des infrastructures qui sont mises à disposition des villes et des territoires. Ces infrastructures, c'est l'électricité, c'est l'eau, mais c'est aussi les transports en commun. Toutes ces activités-là génèrent de la donnée. L'idée était de dire, mais comment est-ce qu'on récupère cette donnée pour faire quelque chose au service des citoyens et des usagers. Et donc là-dessus, on est en train de réfléchir avec Nevers sur la réhabilitation d'un quartier qui s'appelle le quartier Cobat. C'est une ancienne garnison qui est aujourd'hui moyennement utilisée, qu'on va essayer de revitaliser. Et donc, au travers de ce quartier, on voudrait faire un petit peu un emblème de ce que pourrait être la Smart City et le Smart Building de demain, mais pas pour y faire une solution et pour y présenter des expertises, mais vraiment pour trouver des services et trouver des usages pour les citoyens et pour l'ensemble des gens qui sont dans la ville ou dans l'agglomération. Et au-delà de ça, on voudrait essayer de mettre en œuvre, au travers d'une plateforme portée par OnePoint, qui s'appelle Connect Building, l'ensemble des solutions qui permettraient à la fois d'avoir un quartier intelligent, mais aussi de réfléchir à de l'écomobilité durable, et notamment avec des navettes autonomes qui pourraient servir de transport en commun dans la ville sur la base de navettes électriques. Voilà un petit peu le genre de projet avec lequel on travaille auprès de Nevers. On travaille aussi avec des agences gouvernementales comme l'ADEME sur la réflexion autour de c'est quoi l'évolution demain, c'est quoi le pacte pour la transition énergétique. L'ensemble de ces activités nécessite que l'on puisse avoir un maximum de données pour comprendre les enjeux et comprendre les interactions entre les différentes activités, entre les différentes opportunités qui s'offrent à nous pour aller vers un monde plus durable. Merci Jean-Pierre. Une dernière question concernant Nevers. Qui sera le pilote de l'ensemble de ces données agrégées? C'est la ville, c'est la communauté, c'est un opérateur tiers, comme il a été question à la conférence précédente. Alors, c'est là où on rejoint la notion de gouvernance de la donnée. Je pense que la bonne démarche, c'est pas forcément d'avoir une seule personne qui est propriétaire de la donnée. La bonne démarche, c'est des solutions ouvertes qui font que chacun met sa donnée à la disposition des autres. Donc forcément, tout ce qui va toucher l'agglomération, tout ce qui va toucher les citoyens, c'est Nevers qui sera en contrôle sur cette donnée-là, mais les données qui vont venir d'autres services, comme par exemple les transports publics qui vont nous donner des informations sur leur réseau, sur leurs fréquences, etc., ils restent propriétaires de la donnée. Ce qu'on fait au travers de notre plateforme, c'est qu'on utilise ces informations pour fournir des services aux uns et aux autres. Donc, on va faire une gouvernance globale qui va faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent partager leurs données. Et ensuite, on va s'assurer de la sécurité de ces données, c'est-à-dire que chacun des acteurs reste maître des données qui lui sont propres et reste maître des informations qu'il nous fournit dans le respect de la vie privée de chacun. On travaille notamment avec du privacy by design et d'autres approches qui permettent de garantir la sécurité des données pour les uns et les autres.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est vous l'opérateur technique qui va orchestrer toute cette distribution entre les différents acteurs, en fait. Tout à fait. Très bien. Merci pour votre témoignage. Donc, vous voyez, on traite de la gouvernance à plusieurs échelles, à celle du territoire, celle de la ville ou de l'agglomération. On va passer à l'échelle du bâtiment avec Jérôme Note. Jérôme, bonjour. Avant de parler de smart building, un mot, Jérôme, sur Distech Control et votre rapport à cette thématique de la gouvernance de la donnée. Ok, bonjour Alain, bonjour tout le monde. Tout d'abord, Distech Control, c'est une société franco-canadienne qui est un spécialiste fabricant de systèmes de GTC, de régulateurs et d'automates pour le bâtiment. Donc Distech a 25 ans. Donc l'implantation en Europe date de 2010. Donc le siège Europe Afrique se trouve dans la région lyonnaise, à Brignais, exactement dans l'ouest lyonnais. Donc on y retrouve tous les services, aussi bien la R&D, le support, formation, également la production. Il faut savoir que plus de 75% des systèmes vendus en France sont fabriqués à Lyon, donc ce qui est plutôt atypique dans le monde industriel. Donc on tient à ce petit côté cocorico. On travaille dans le milieu du grand tertiaire. Nous sommes leaders dans le milieu du grand tertiaire en France. Et nous travaillons également dans d'autres domaines, notamment le marché des locaux techniques qui reprend tout ce qui est lycée, collège, réseau de chauffage urbain. Très bien. Donc vous êtes les experts du smart building. On essaye en tout cas. Alors, pour rebondir sur la remarque tout à l'heure de Jean-Pierre qui disait que le bâtiment produisait énormément de données, j'ai envie de dire c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de l'approche, le bâtiment il produit de la donnée mais il ne le sait pas encore. Il y a beaucoup de systèmes techniques, mais bien souvent, trop souvent même, ils jalousent encore leurs données, ils veulent pas les partager. Est-ce que c'est en train d'évoluer, Jérôme, tout ça? Tout ça, c'est en train d'évoluer. En effet, enfin, juste pour finir sur le premier point, donc nous, en effet, on est à la base, enfin, d'une manière générale, les systèmes de GTB sont à la base de la création de la donnée. C'est pas nouveau depuis des années. En fait, il y a des systèmes de GTB qui créent des données. Jusqu'à présent, c'était peu identifié parce que très peu valorisé ou valorisable. Maintenant, on a des enjeux en effet forts au niveau de tout ce qui est environnemental et sociétal. Donc, du coup, on s'intéresse beaucoup à ces valeurs pour la gouvernance de la donnée, le smart building et le smart city, qui est simplement l'association de smart building. Donc oui, ça c'est en train de changer, mais il y a des points fondamentaux comme la création de la donnée, la mise à disposition de la donnée, la localisation de la donnée et la représentation de la donnée. De dire donner simplement, c'est pas suffisant. Il y a des enjeux majeurs à chacun des sous-parties. Et c'est justement le cœur de la question sur la conservation volontaire ou involontaire de ces données. Parce qu'on voit, c'est un peu le constat qu'il y a beaucoup de systèmes qui ont des données mais qui ne sont pas forcément facilement accessibles. Donc si on met un peu dans le contexte, il faut voir que quasiment toutes les GTC actuelles sont basées sur des protocoles terrain nés dans les années 80-90. À l'époque, les systèmes électroniques étaient peu puissants, les débits des réseaux étaient très faibles, Internet n'existait pas, la cybersécurité encore moins, c'était un non-sujet. Donc l'ouverture des données, on va dire historiquement, n'était pas dans la nature des systèmes de GTC vers l'extérieur, hein, en dehors du système, on va dire, constructeur. Donc pour ça, il a fallu ouvrir par étapes. Les premières étapes ont été l'ajout de routeurs et de concentrateurs pour passer sur des couches un peu plus hautes au niveau IP pour commencer à ouvrir. Et ensuite, des drivers, des bases de données, des licences, des logiciels sur les serveurs GTC. Et tout ça à grand coût d'ingénierie qui a un coût assez coûteux, qui est du coup pas systématique. On n'est pas sur du natif et qui demande aussi beaucoup de travail derrière dans la vie du bâtiment parce que faire beaucoup d'efforts pour exposer au final peu d'infos, ça a un côté CAPEX important et sur l'OPEX, et derrière, dès qu'on va évoluer le bâtiment, va falloir repasser par cette architecture un peu millefeuille, donc c'est complexe. Donc on a quelque part sur les GTC classiques un plafond de verre qui est lié à tous ces protocoles classiques, type LON, KNX, Modbus, BACnet, etc. Également sur les solutions, on va dire, Distech historiques. Donc les choses sont en train d'évoluer, oui, parce que qui dit nouveau enjeu dit nouvelles solutions techniques et nouvelles architectures. Donc Distech, nous, on a fait un choix un peu différent. Donc il y a des architectures centralisées, comme je disais, des architectures décentralisées qui sont arrivées dans les années 2000-2010, avec des concentrateurs, des passerelles.
Et maintenant, on arrive vraiment, on a lancé depuis 2016 des architectures complètement distribuées. Donc, on parle de systèmes distribués avec des architectures qui sont nées dans le monde de l'IoT et d'Internet, avec des architectures REST API, des web services natifs, surtout pour changer le paradigme, en fait, pour plus poser la question de dire est-ce que mes données sont accessibles, oui, non, est-ce que l'intégrateur les a exposées. Avec ce type d'architecture complètement distribuée, par défaut, c'est ouvert et il y a tout le reste qui va avec, la partie documentation, les datas sont locales et pour rejoindre les propos de Gwenaël, la propriété aussi reste celle du maître d'ouvrage. Au minima, et ensuite par rapport à ce que disait OnePoint, on peut s'ouvrir par rapport à des systèmes tiers, à des services tiers, donc ça c'est indispensable, mais on a la donnée en base ouverte au minimum et qui est documentée et qui est dans le monde d'Internet. Donc voilà, ça c'est pour la base. Donc des points plutôt. Pardon, des points plutôt positifs. Donc Jérôme, les acteurs ont pris conscience de l'importance de la donnée. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui chez Distex et chez vos confrères, et c'est devenu maintenant quelque chose qui est à la fois ouvert et accessible à des tiers. Et vous l'avez dit, la donnée, elle reste la propriété du maître d'ouvrage. Mais ma question au-delà de ça, c'est qui en est l'orchestrateur, qui va la gérer cette donnée? Est-ce que ça crée pas finalement de nouveaux métiers, de nouvelles obligations, de nouvelles contraintes à la chaîne de valeur du bâtiment? Si, complètement. Et c'est justement qui a la donnée. Ça rejoint pour finir sur le premier point, c'est la donnée. En effet, si on est sur ce type d'architecture, il faut être quand même très prudent. C'est un peu technique, c'est pas forcément utilisateur. Mais est-ce que ces données, même si on est sur ce type d'architecture, c'est pour répondre à votre question, Alain, si ces données sont nativement dans les produits d'une manière distribuée, là, on va avoir tout un tas d'écosystèmes de partenaires qui vont pouvoir l'utiliser. Si on a des données qui restent pas exposées nativement, là on va rester dans un domaine plus propriétaire, on va dire dans un écosystème, mais plus un écosystème au sein d'un système propriétaire. Donc maintenant c'est un choix de business model souvent. Nous, Distech, on a fait le choix de travailler avec des experts dans chaque domaine. Donc pour ça, on a lancé un programme qui s'appelle Symbiose, justement, puisqu'on a dû passer de modèles assez pratiques à des modèles, théoriques à des modèles pratiques pour le management de la donnée, pour l'ajout de services numériques justement. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ce programme Symbiose qui se veut vraiment le trait d'union entre des spécialistes du smart building intégrateur et l'entreprise de services numériques. Et donc, le travail de cette donnée, en l'ouvrant en base, elle peut passer par des experts comme Spinalcom, par exemple, ou OnePoint. Alors, Jérôme, désolé de vous interrompre, mais l'heure tourne et mon rôle est ingrat, c'est celui de timekeeper. Et vous parlez de Spinalcom, donc je vais passer la parole à Jérémy, parce que lui, c'est un expert, il sait très bien quoi en faire de votre donnée. Donc Jérémy, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Spinalcom et votre croisade pour acculturer le secteur au monde du numérique? Je dis croisade parce que vous êtes très actif sur les réseaux, sur les blogs, pour essayer d'expliquer tout ça. C'est un gros travail, effectivement, d'essayer de faire passer les acteurs du bâtiment et d'essayer de leur faire comprendre le monde du digital, d'essayer de faire rejoindre les acteurs du bâtiment et les acteurs du digital. Alors, en quelques mots, Spinalcom, nous, on est avant tout un éditeur de logiciels. Ça veut dire qu'on crée des logiciels, et on crée des logiciels pour le bâtiment digital avec deux thématiques qui sont ce qu'on appelle le Building Operating System, donc ce logiciel de gestion de l'ensemble des données à l'échelle du bâtiment, qui va gérer ce qu'on appelle le jumeau numérique du bâtiment. Donc en gros, ce modèle de représentation de données, de comportement du bâtiment. Et ouais, c'est assez intéressant toute la discussion. Là, on a vu qu'il y avait l'échelle de la ville, enfin l'échelle de la région, de la ville. Là, il y a finalement une ville, c'est composé du quartier, qui est lui-même composé de bâtiments et d'infrastructures, et les bâtiments sont eux-mêmes composés de systèmes à l'intérieur avec la GTB. Et là, je pense qu'on a toutes les échelles qui sont représentées lors de cette présentation. C'était l'idée, c'était de traiter toutes les échelles. Alors, un mot peut-être, vous avez prononcé le mot de jumeau numérique qui était dans le titre de notre conférence et on n'a pas expliqué finalement ce qu'était ce jumeau numérique. C'est quoi la définition du jumeau numérique? Alors, c'est un sujet qui peut être assez vaste.
Si j'essaie de l'expliquer de manière En très 2 imagée, minutes. le jumeau numérique, c'est ce qu'on appelle un modèle de données représentatif de la description, de l'état en temps réel et de l'historique et du comportement d'un bâtiment, quand on parle du jumeau numérique d'un bâtiment. Pour essayer d'imaginer un petit peu ce que c'est, vous avez votre bâtiment réel, vous avez un bâtiment virtuel, imaginez votre jeu SimCity dans lequel vous avez un bâtiment qui est exactement à l'image de votre bâtiment réel. Tout ce qu'il se passe, donc vous avez la description du bâtiment qui est la même, et tout ce qu'il se passe dans le bâtiment, vous avez plein de capteurs dans le bâtiment réel, et bien finalement on va le retrouver dans le bâtiment virtuel. Donc là vous avez la description du bâtiment virtuel, et vous avez l'état, savoir quelle est la température dans chaque pièce, combien de personnes potentiellement on a, est-ce qu'il est occupé, pas occupé, et voilà. Et on peut commencer finalement à comprendre quel est l'état du bâtiment. Et puis si on a les données de description, si on a les données d'état, ben on peut avoir l'historique et on peut commencer à imaginer des modèles de comportement et à faire en sorte de modéliser ce qui va se passer demain, après-demain ou dans l'heure qui vient dans le bâtiment, donc à prévoir avec des modèles de comportement. Donc un jumeau numérique, c'est une représentation numérique du bâtiment réel qui va nous permettre de comprendre, d'observer, de monitorer, de simuler le comportement du bâtiment. Très bien, merci. Donc c'est lui qui va réunir toutes les données finalement dans le monde virtuel du bâtiment, si je comprends bien, et être le vecteur pour délivrer les services, quels qu'ils soient. C'est ça. On parle de données depuis tout à l'heure. Des données, elles sont très nombreuses. Elles viennent de de sources qui sont complètement différentes. En fait, c'est bien de parler des données, mais de quelles données on parle? Quand on parle d'un bâtiment, juste à cette échelle-là, on peut parler de milliers, voire de millions de données par jour qui sont de nature différente. On peut avoir de la température, de la présence, de la description. On peut avoir des données comportementales. Il y a énormément de données. L'objectif, c'est de dire non seulement j'ai plein de données, mais en plus elles sont aujourd'hui organisées dans plein d'endroits différents. Elles sont stockées à plein d'endroits différents, générées par plein de systèmes différents. La SBA, le gros sujet de la SBA, c'était justement d'essayer d'éviter de faire en sorte que ces données restent en silo les unes à côté des autres. Qu'on n'ait pas un endroit où on peut toutes les regrouper, les mutualiser, les comprendre et les modéliser. Le jumeau numérique, c'est exactement ça. J'arrive à récupérer les données qui viennent de la GTB, du contrôle d'accès, qui viennent du système de réservation de salle de réunion, qui viennent de la gestion de la maintenance, qui viennent du système de gestion patrimoniale. Toutes ces données sont relatives au bâtiment. Et moi, j'aimerais bien ne pas avoir à observer 50 écrans différents pour comprendre comment fonctionne mon bâtiment. Donc pour ça, il faut que j'aille récupérer les données dans ces systèmes, les mettre dans une seule et même base de données, la rendre compréhensible. Et ça, c'est un énorme travail parce que c'est pas parce que j'arrive à me connecter à ma GTB, par exemple, et à ma GMAO, donc la GTB, le système de gestion technique des bâtiments, et la GMAO, le système de gestion de la maintenance. Je récupère des données, une alarme sur un équipement et un ticket de maintenance sur un équipement. C'est bien, je pourrais me dire c'est facile. Ben non, parce que l'équipement dans ce système-là ne porte pas le même nom que l'équipement dans ce système-là. Donc je ne sais pas comment croiser cette donnée. Et donc il y a tout un travail sur la donnée qui est un travail de compréhension, d'homogénéisation, de faire en sorte que la donnée qu'on récupère soit compréhensible. Et ça, c'est pas un travail qui est facile, c'est un travail d'ingénierie de la donnée, c'est un travail de qualité de la donnée. Voilà. Et donc, il y a tout un travail à faire là-dessus qui est absolument indispensable si on veut vraiment demain pouvoir la valoriser et l'exploiter, cette donnée. Merci Jérémy pour ce témoignage. C'était court mais c'était instructif. Il est 17h45. J'aimerais faire un dernier tour de table parce qu'on va devoir rendre l'antenne. Un dernier tour de table avec les uns et les autres pour vous poser une question simple si vous souhaitez y répondre. Si vous aviez un conseil à donner pour les auditeurs qui nous écoutent, qui se posent des questions, comment vis-à-vis de mon projet je mets en œuvre cette gouvernance de données, c'est quoi le conseil ou l'idée avec laquelle vous voulez qu'on parte à l'issue de ces 45 minutes de conférence? Gwenaëlle? Alors, un premier conseil, c'est de mettre autour de la table pas que les spécialistes de la donnée.
de mettre dans mon organisation tous les gens et quel que soit leur métier. Parce que ce qui était évoqué, c'est que la donnée telle que moi je la comprends, c'est pas forcément le besoin de l'autre. Et donc, pour bien la mettre en forme, pour bien mettre en place une gouvernance, il faut avoir l'ensemble de l'équipe en transverse dans mon organisation. Et c'est encore mieux, mes parties prenantes externes, les clients, les fournisseurs, les partenaires, mes usagers. S'il y a au moins un représentant de tous ces gens, je suis mieux partie déjà pour que les données sur lesquelles je vais travailler dans ma gouvernance, elles soient utilisables et réutilisables par tous. Donc la donnée, c'est tous ensemble qu'on l'a fait, c'est pas tout seul dans son coin. Très bien, merci. Je pense que c'est un bon conseil. C'est certes un sujet compliqué, mais c'est pas un sujet d'expert, c'est un sujet de tout le monde. Alors, on va faire le tour dans le sens. Alors, Jean-Pierre, un conseil, une idée pour la route? Je vais aller dans le sens de Gwenaël. L'important, c'est effectivement d'avoir tous les acteurs qui sont impactés, soit par la production, soit par l'usage de la donnée, et de travailler avec chacun d'eux pour savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Une fois qu'on sait ce qu'on veut en faire, c'est très facile de mettre en place la gouvernance. Et donc, l'important, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma donnée. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire avec, et après mettre les bonnes équipes qui vont travailler sur les solutions techniques, là, effectivement, on va arriver sur un travail d'expert. Donc la réalité, c'est tout simple, c'est comme presque tous les projets, c'est comprendre quels sont les services qu'on veut faire avec la donnée. Et une fois qu'on a identifié les bons services, laissons travailler les experts sur la construction de la plateforme qui va permettre de les mettre à disposition et de mettre en œuvre les services qu'on souhaite avoir. Très bien, merci pour ce conseil. Jérôme, un conseil? Moi, j'aurais également un conseil en deux parties sur la base qui est là pour le coup la création de la donnée qui est plus dans le domaine de la GTB du bâtiment. Le premier c'est une vision plutôt technique, un point de vigilance technique, c'est savoir où est la donnée, est-ce qu'elle est créée nativement ou pas, sous quel format se trouve la donnée, est-ce que ce format est exposé d'une manière ouverte ou non. Donc ça, c'est un point qui est très important sur le côté CAPEX, savoir si la donnée est une option ou une option d'option ou si c'est quelque chose qui est complètement natif. Et le deuxième volet, c'est la donnée d'un point de vue économique. Est-ce que, au-delà du côté CAPEX, est-ce que le côté OPEX, est-ce que la donnée est liée à un système spécifique qu'il faut identifier, mais qui est indispensable pour avoir de la donnée durant la vie du bâtiment, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est un modèle ouvert de données qui facilite la vie du bâtiment et l'exploitation dans les plateformes tiers? Très bien, merci Jérôme. Donc creuser les questions des conditions de la donnée, en fait, des conditions d'usage de cette donnée. Et enfin, Jérémy, pour conclure, et on devra rendre l'antenne parce qu'il est 17h50. Jérémy? Alors, moi, je vais peut-être prendre le contre-pied. Effectivement, il faut qu'il y ait tout le monde, mais la gestion de la donnée, c'est un travail d'expert et il faut s'entourer d'experts de la gestion de la donnée. Moi, je vois trop souvent des gens qui veulent faire du bâtiment digital et qui prennent comme conseil des experts du monde du bâtiment. Pour faire du bâtiment digital, vous avez vos experts du monde du bâtiment, vous travaillez avec eux depuis longtemps, mais il faut aussi s'associer avec des experts du monde du digital. La gestion de la donnée, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis 30 ans. Il y a des experts, il y a toute une ingénierie de la gestion de la donnée, et c'est un travail d'expert aussi, et il faut surtout pas oublier, quand on veut faire du bâtiment digital, de s'associer avec des experts du digital. Ça, c'est excessivement important parce que savoir ce qu'on aimerait en faire, c'est très bien, c'est déjà le premier point, mais savoir comment on fait, là, c'est les experts qui vont vous l'expliquer et surtout qui vont le mettre en œuvre. Et c'est pas un métier facile. Les gens qui pensent qu'on met en œuvre toute une plateforme de data management à l'échelle d'un bâtiment ou de la ville en un clic ne connaissent manifestement pas ce métier. Voilà, et il y a une vraie ingénierie derrière. Je crois que Alain, tu as rappelé les chiffres sur le 300 milliards de dollars sur ce marché du data management. On fait pas un marché comme ça avec des amateurs. On fait un marché comme ça parce qu'on a des experts derrière qui travaillent sur ce marché. Et il faut les associer à cette réflexion. C'est indispensable. Voilà. Donc, si vous voulez faire un bâtiment digital, vous êtes des experts du bâtiment, mettez-vous autour de la table et associez-vous avec des gens que vous ne connaissez pas encore, qui sont des experts du digital. Ce sont des entreprises de services numériques, ce sont des éditeurs, ce sont des gens qui savent ce que c'est que la gestion de données, ce qu'est cette ingénierie de la gestion de la donnée, et qui vont vous permettre de ne pas perdre votre temps et votre argent avec des solutions qui ne seront pas fonctionnelles. 78% des projets de digitalisation échouent
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suivi des projets de digitalisation, c'est pas entouré d'experts. Et en fait, c'est un métier c'est un vrai métier, une vraie ingénierie. Et il y a des vrais experts dessus, donc appelez-les et mêlez-les à vos discussions. Merci Jérémy pour ce plaidoyer pro domo pour les experts du numérique. Il y en avait quelques-uns autour de cette table, mais c'était représentatif. C'est un mélange quand même d'expertise. Il faut aussi que les experts du numérique sachent écouter les utilisateurs et les gens du bâtiment, mais ça, je suis certain qu'on partage ce point de vue également. Merci à tous les quatre et pour nos éditeurs et pour vous également, dans 5 minutes, maintenant 8 minutes exactement, la table ronde de clôture avec Emmanuel François, le président de la SBA, et ses 3 vice-présidents. Donc, reconnectez-vous dans quelques minutes. En tout cas, merci Gwenaël, merci Jean-Pierre, merci Jérôme, merci Jérémy pour ce débat passionnant. Et à très vite, j'espère. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous, à bientôt. Soirée. Au revoir.